Je rappelle qu'aujourd'hui, nous sommes réunis au Sénat dans le cadre de la décision de création d'une commission d'enquête ensuite des élections départementales et régionales, et tout particulièrement sur le sujet de la distribution de ce qu'il est communément appelé la propagande électorale. Nous recevons à l'occasion de cette première audition les représentants de la société Adrexo, d'abord M. Alain Brousse, qui en est le directeur général, et puis, ainsi que M. Éric Pommier, qui est coprésident de Ops Group. Avant de débuter votre audition, messieurs, étant en situation d'être statutairement sous forme de commission d'enquête, je vous rappelle que vous êtes soumis à la prestation de serment. Je vous rappelle d'abord que cette audition est ouverte à la presse. Elle sera diffusée en direct sur le site internet du Sénat. Elle l'est également actuellement par la chaîne de télévision parlementaire Public Sénat. Elle fera également l'objet d'un compte-rendu publié. Je vous rappelle aussi, pour la forme naturellement, mais également par obligation légale, qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête serait passible des peines prévues aux dispositions de l'article 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal. Et donc, je vous invite à prêter serment de dire toute la vérité et rien que la vérité avant que nous puissions entamer notre audition. Monsieur Alain Brousse, je vous remercie de bien vouloir lever la main droite et de dire « je le jure ». Je vous remercie. Monsieur Éric Pommier, également. Je le jure. Merci, messieurs. Nous sommes dans une situation très particulière, postérieure à l'élection départementale et régionale, où il a été constaté dans de nombreuses communes, nombreux départements et de fait de régions, des difficultés, plus que des difficultés, des absences de distribution de la propagande électorale. Je rappelle que l'exercice du droit de vote est l'aboutissement absolu de notre système démocratique, puisqu'il permet à tout à chacun de pouvoir faire un choix dont il est libre, évidemment, dans le secret de l'isoloir, et donc, ainsi, la démocratie fonctionne. C'est la raison pour laquelle la distribution de la propagande électorale constitue, de par la loi, puisque c'est une obligation légale, une information de caractère importante et massive de l'ensemble des électeurs de France, chacun ayant ainsi accès, j'allais dire de façon égalitaire, à toutes les professions de foi des candidats, et donc avoir ainsi, de façon parfaitement éclairée, la possibilité de faire un choix. Ce qui a été constaté de visu ou des témoignages que nous avons démontre à l'évidence qu'il y a eu plus que des carences dans la distribution de cette propagande. Nous sommes ici pour essayer de clarifier les choses et de comprendre ce qui s'est passé. La raison pour laquelle nous vous poserons une série de questions dont deux immédiatement me viennent à l'esprit et sont les deux premières. Vous avez bénéficié d'un marché public au mois de décembre 2020 pour une durée de 4 années, avec un des lots, puisque l'autre lot était obtenu par la Poste, aux fins de distribution de cette propagande électorale pour les élections se déroulant en cette période. Et nous avons pu constater que au début de l'année 2020 et depuis la fin de l'année 2019, la société Adrexo présentait quelques difficultés financières, qu'elle a d'ailleurs engagé des procédures pour essayer de trouver des solutions à sa situation, qui a permis d'aboutir au mois de février 2020 à un accord du tribunal de commerce de Marseille qui a entériné un projet
de restructuration, en tous les cas de refinancement. Nous constatons quelque temps plus tard que vous répondez à un appel qui n'est pas tout à fait encore la procédure d'appel d'offres, une consultation qui est faite par le ministère sur la future distribution de la propagande électorale. Un certain nombre de questions sont posées, notamment sur l'habitude et la capacité à pouvoir remplir la mission qui vous sera confiée. Au moment de l'appel d'offres, il y a un certain nombre de questions qui sont posées aussi sur les réponses et les conditions financières de cet appel d'offres, en tous les cas des réponses qui sont données. Nous avons constaté dans l'étude des pièces que nous avons pu nous procurer que vous avez accepté de réduire le coût de votre collaboration de façon assez importante, dans un pourcentage important. Ce qui nous amène à la première question. Avez-vous pris la mesure de la mission qui vous était confiée? Avez-vous mis tous les moyens en place pour remplir cette mission qui consiste à apporter dans les boîtes aux lettres de nos concitoyens l'ensemble des propagandes électorales? Comment pouvez-vous justifier le fait que le premier prix déposé à l'appel d'offres a été ensuite considérablement réduit? Cela n'a-t-il pas enfreint les moyens que vous étiez donnés au départ pour pouvoir remplir cette mission? Voilà la première série de questions. Il y en aura d'autres, mais je souhaite au moins sur ce plan qu'on puisse déjà vous entendre sur ces points. Merci. Alors, je ne sais pas comment ça fonctionne. Merci, monsieur. D'accord. Merci, Monsieur le Président. Nous ne sommes pas venus chercher aujourd'hui des excuses face à vous, mais vous présenter des faits, vous donner des informations. Et on est bien content et bien conscient aussi que nous répondons sous serment. Donc, ce qui est une chose pas habituelle pour nous, évidemment, vous l'imaginez, mais en tout cas, ça nous oblige. Je profite aussi de cette introduction pour remercier quand même tous les collaborateurs d'Adrexo qui ont travaillé ardemment à la distribution de la propagande électorale, ardemment pendant plus d'un mois et demi, dans des conditions qui ont été bien difficiles pour nous, sur lesquelles nous allons revenir. Vous m'interrogez sur la situation d'Adrexo. Je l'approche un petit peu. C'est mieux là, c'est mieux comme ça. Vous m'interrogez sur la situation d'Adrexo, et je vais y venir, évidemment, c'est un sujet. Sujet plus large chez nous, puisque le groupe OPS, qui a été constitué officiellement le 3 janvier 2017, à l'occasion de la reprise justement d'Adrexo, en fait, ce groupe a été constitué, il ne s'appelait pas OPS à l'époque, mais il a été constitué en mars 2012, avec la première reprise d'entreprise en difficulté que nous avons faite, l'entreprise s'appelle aujourd'hui Colis Privé. Effectivement, ce groupe est bâti sur une volonté de reprendre des entreprises à forte intensité de main-d'œuvre, en CDI, et de les retourner en développant l'activité et le chiffre d'affaires sans jamais opérer, jusqu'à présent en tout cas, sans jamais opérer de PSE, donc en préservant l'emploi. Voilà ce qu'est le groupe OPS, voilà le projet du groupe OPS depuis sa création, en réalité en mars 2012 et officiellement en janvier 2017. C'est important qu'on dise ça, donc 22 000 collaborateurs chez OPS, 97% de CDI. Je pense que la démonstration ne peut pas être plus claire que celle-ci. Une vraie mission sociale, une mission de distribution, principalement dans nos entreprises, du dernier kilomètre, comme on dit, et des emplois qui sont donc des emplois non délocalisables, forcément, des gens qui vivent sur leur territoire. Je sais que vous êtes sensible à ça dans cette assemblée, évidemment, et qui n'ont finalement, pour la plupart d'entre eux, pas beaucoup d'autres choix que de travailler avec une entreprise comme Adrexo. Bon. Donc on a bien ça en tête quand on reprend ces entreprises. Adrexo, qui a été repris le 3 janvier 2017, était une entreprise, donc je vous le disais, en difficulté, puisque en 2016, l'entreprise clôturait son exercice social sur une 5e année consécutive de pertes.
Et en 2016, je crois, de mémoire, le chiffre en EBITDA est une perte de 36 millions d'euros pour un chiffre d'affaires qui avoisine à l'époque les 280 millions d'euros de chiffre d'affaires. Bon. On part sur ce projet en se disant qu'il faut développer le chiffre d'affaires et en se disant notamment qu'il faut développer de nouvelles activités au sein d'Adrexo et deuxièmement, de faire jouer les synergies au maximum entre notre première entreprise colis privé et Adrexo de façon à ce que ça profite aux deux entreprises, mais particulièrement à Adrexo. C'est ce que nous avons fait et dans la diversification que nous avons engagée, Adrexo faisait déjà de la distribution adressée depuis des années et des années, puisqu'Adrexo a obtenu sa licence postale en 2006. Donc ça date maintenant un petit peu auprès de l'ARCEP. Donc Adrexo distribue des plis adressés depuis 2006, depuis que le marché a commencé à s'ouvrir à la concurrence. Quand on reprend l'entreprise en 2017, Adrexo fait de la distribution adressée. Et Adrexo a beaucoup développé ces dernières années la distribution adressée. C'est dans ce cadre-là que nous participons à l'appel d'offres mené par le ministère de l'Intérieur sur la distribution de la propagande électorale. On est tout à fait dans le cadre classique de notre métier et on fait beaucoup de livraisons à domicile chez Adrexo et dans le groupe Ops en général, avec énormément de gens qui font ça effectivement tous les jours et dont c'est le métier. On appelle ça chez nous des messagers et pas des facteurs. En 2019, Adrexo subit de plein fouet une première crise. À l'époque, Adrexo est encore très impacté par ses clients principaux qui sont la grande distribution. Et la grande distribution subit une crise en 2019 qui est la crise des gilets jaunes. Et donc la grande distribution décide à cette époque de réduire ses budgets publicitaires, ses budgets de distribution de publicité non adressée. Et ça impacte effectivement Adrexo dans son retournement. En fait, pour vous donner deux autres chiffres, je vous ai dit en 2016 un EBITDA négatif de 36 millions d'euros. En 2018, donc un EBITDA négatif de 15 millions d'euros. Nous étions donc sur un trend, comme on dit, sur une tendance en tout cas, sur notre plan de marche initial, celui qu'on avait en 2016 avant notre prise. L'entreprise avait été en conciliation et donc c'est pour ça qu'on a repris cette entreprise dans le cadre d'une conciliation déjà à l'époque à la barre avec l'accord du tribunal de commerce de Marseille et nous étions suivis par le tribunal de commerce de Marseille et tout à fait en ligne avec ce qui était prévu. On subit donc cette crise des gilets jaunes indirectement, bien évidemment, en 2019, ce qui plonge l'entreprise dans une difficulté qui n'avait pas été prévue. Voilà. À cette occasion, nous, comme vous l'avez dit, ça s'est concrétisé en fait en février 2020, nous avons refinancé, on va dire ça comme ça, l'entreprise par deux biais, principalement par la dette privée, mais aussi grâce à l'accompagnement du CIRI, qui à l'époque, vous savez qu'une entreprise de notre taille, quand elle a une difficulté, elle s'adresse au CIRI. C'est dans le cadre du CIRI que nous avons négocié effectivement un moratoire à l'époque. On est là en février 2020 et à ce moment-là, l'entreprise retrouve sa pleine capacité, je dirais financière. Ce moratoire et ses financements permettent d'envisager un avenir de nouveau serein. Nous sommes sortis de la crise des gilets jaunes. Malheureusement, 15 jours après, nous tombons vers la mi-mars 2020, la crise du Covid arrive et Adrexo se retrouve sans aucune activité, c'est-à-dire 0 € de chiffre d'affaires, pendant 2 mois, globalement du 25 mars au 25 mai, puis après avec un chiffre d'affaires qui reprend petit à petit jusqu'à la fin de l'année 2020. Évidemment, cette crise n'avait pas été anticipée, inutile de vous le dire. À cette occasion, nous cherchons à contracter, comme beaucoup d'entreprises de France, un PGE. Et malheureusement, nous ne sommes pas éligibles. Donc on est une entreprise, ce n'est pas le sujet du jour, mais on est une entreprise à forte intensité de main-d'œuvre, non délocalisable, dont les emplois sont cruciaux pour les salariés qui sont au bout de la ligne, mais qui malheureusement ne peut pas bénéficier des mêmes dispositifs que la plupart des entreprises en France. Donc nous nous retournons de nouveau face au CIRI, évidemment, pour évoquer cette difficulté, mais aussi face à des prêteurs privés
à nouveau. J'ai lu ça dans la presse ce matin, on parle effectivement de Morgan Stanley, c'est un bout en fait du sujet seulement, mais peu importe. Effectivement, en décembre 2020, donc il y a quelques mois maintenant, finalement nous remboursons une partie de nos prêts du mois de février, à la fois aux prêteurs privés et à la fois à l'État, dans le cadre d'un refinancement où l'État continue de nous accompagner effectivement, toujours de manière, c'est pas une critique vis-à-vis de l'État, toujours de manière minoritaire, avec des garanties qui sont, elles, très très fortes et qui sont prises à l'époque, voilà, de manière très très officielle, de façon à ce qu'effectivement cet accompagnement puisse se faire. Alors cet accompagnement est d'une durée de 3 ans. D'accord, donc nous sommes censés rembourser en mars 2023, un peu plus de 3 ans. En réalité, je peux d'ores et déjà vous le dévoiler, notre plan de remboursement est prévu cette année. Hein, et nous désintéresserons totalement l'État de son concours dès cette année. Je me permets de faire une nouvelle parenthèse. Effectivement, ce n'est pas un PGE, mais nous serons, on va dire, un équivalent, en tout cas dans notre esprit à nous, un équivalent de PGE, et il sera remboursé au bout d'un an. Ce qui ne sera pas le cas de toutes les entreprises de France. Donc je dis ça, pourquoi ? Parce que j'entends dans la presse, j'entends au travers de vos questions, effectivement un certain nombre de sujets autour d'Adrexo. Oui, Adrexo, c'est une entreprise qui sort de la difficulté, c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a reprise. On s'attache à faire en sorte que cette entreprise soit pérenne, en premier lieu pour la conservation des emplois. Voilà. Et voilà. Et dernier élément quand même sur la situation d'Adrexo, il faut bien sûr parler de la situation de notre groupe. Il n'y a pas que Adrexo dans notre groupe. Le groupe est bénéficiaire sur l'année 2021, il sera bénéficiaire sur l'année 2021. Donc le groupe est tout à fait... on n'est pas un groupe riche, mais il est normalement solide et normalement financé pour faire face à ses besoins au quotidien. C'est dans ce cadre-là donc qu'on participe à cet appel d'offres. À partir de la mi-année 2020. Et effectivement, nous gagnons cette région, à peu près la moitié du marché, 51 départements, et très clairement, sur ce type de métier en France, alors c'est nous qui avons sollicité au départ, quand on a su que le marché allait s'ouvrir à la concurrence, c'est l'entreprise qui a sollicité auprès du ministère de l'Intérieur d'être interrogé dans le cadre de l'appel d'offres. Et effectivement, le ministère de l'Intérieur nous interroge à l'époque et quelques mois plus tard, effectivement, nous gagnons ce marché. On est la seule entreprise en France, avec bien sûr la Poste, évidemment, capable de répondre. Alors le mot capable, on en parlera bien sûr après, en détail, mais en tout cas capable de répondre à ce type de marché. C'est notre métier tous les jours. On livre les boîtes aux lettres de tous les Français tous les jours, toute l'année. Toutes les semaines, toute l'année, pour être précis, excusez-moi, toutes les semaines, toute l'année. Donc c'est un métier tout à fait classique pour nous. Là, on est dans le cadre d'un appel d'offres un peu particulier, effectivement. On s'en est rendu compte. Je vais laisser la parole à Alain dans quelques secondes qui va vous parler de l'appel d'offres, la façon dont il a été mené, gagné, etc., etc. Quels sont les critères, enfin voilà. Je veux juste compléter. Il y a un truc il y a une chose qu'on n'avait pas imaginée dans le cadre de cet appel d'offres, même si on est effectivement là sur, pour nous, finalement, un marché de la distribution. Il s'agit bien de la propagande électorale. Donc il y a une sensibilité bien compréhensible, démocratique, vous l'avez rappelé, autour de ce marché. Honnêtement, on n'avait pas imaginé se trouver devant vous aujourd'hui, à ce titre-là. Et surtout, au-delà du fait de se trouver devant vous aujourd'hui, on n'avait pas imaginé confronter notre entreprise et ses salariés à un tel déchaînement. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot, en tout cas pour nous c'est comme ça que c'est vécu, des insultes dans la rue, par exemple, de la diffamation dans les journaux, tous les jours, encore aujourd'hui, dans le monde. On n'avait pas imaginé un tel déchaînement médiatique, et je vais employer un mot que j'aime pas employer parce que c'est pas mon... Moi je suis entrepreneur, donc politique, en tout cas. Il y a un sujet autour de ça qu'on n'avait sans doute pas suffisamment mesuré. Merci monsieur. Moi, je voudrais quand même vous donner une précision. Vous êtes ici devant des parlementaires qui sont constitués en commission d'enquête et nous ne sommes pas un tribunal. Nous ne faisons pas de conférences de presse toutes les 5 minutes, nous ne diffusons pas d'informations. En revanche, nous sommes ici pour comprendre véritablement ce qui s'est passé compte tenu des enjeux que représente une élection dans un pays démocratique comme le nôtre.
de notre volonté d'assurer la parfaite égalité entre nos concitoyens dans l'exercice de leur droit de vote. Et c'est cela que l'on recherche. Le reste, on n'y est pas intéressé. Et véritablement, c'est ça. Bon, voilà, on continuera après les questions. Monsieur. Oui, si vous permettez, Monsieur le Président, je vais vous donner quelques indications sur la chronologie de cet appel d'offres. Donc, comme l'a dit Monsieur Pommier, après avoir manifesté notre intention d'être interrogé, nous avons reçu le 19 juin 2020 la publication de cet appel d'offres pour une réponse prévue le 31 juillet 2020. La première soutenance au terme de cette réponse a eu lieu en octobre 2020, qui a donné lieu à une seconde offre, puisque vous en parliez fin octobre 2020, qui a fait suite à une seconde soutenance début novembre 2020 pour la formulation d'une troisième offre le 17 novembre 2020. Et une signature du marché le 16 décembre 2020. Donc ce marché comporte deux parties, une partie prix et une partie description de l'organisation, une partie technique. La partie prix de ce marché repose sur deux critères, des prix au kilo et des prix en fonction des délais de livraison. Puisque le marché propose 3 délais de livraison, J+4, J+3, J+2. Et donc le mécanisme de réponse consiste à formuler des prix, encore une fois, en fonction de ces délais de livraison et des poids. Donc évidemment, au cours du processus de soutenance, les équipes commerciales qui étaient en interaction avec le ministère de l'Intérieur ont récupéré des informations en fait sur la position financière, et donc des efforts ont été réalisés avec comme objectif évidemment d'appréhender la meilleure équation prix journée de livraison pour que le modèle économique puisse fonctionner. J'ignore, moi, à ce stade-là, la comparaison qu'on peut avoir avec notre confrère La Poste sur notre tarification. Effectivement, le processus a amené différentes interactions et la qualification d'un prix et d'une organisation qui nous a rendu attributaires de 7 lots sur les 16, puisque nous avons répondu sur 7 lots. À la question étions-nous en aptitude de réaliser ce marché? Bien entendu, si nous avons répondu, c'est que nous avions la conviction d'être en aptitude de réaliser ce marché. Bon, pour les motifs qui ont été évoqués par M. Pommier, d'une part notre expérience historique sur le métier de la distribution, une réalité de nos activités sur la distribution de courrier, une réalité sur le métier de l'adressage, la capacité de trouver des destinations et des adresses, et un modèle économique que je vais vous décrire, qui nous permettait de pouvoir décliner une organisation et des dispositifs en rapport avec ce marché. Alors ce marché repose sur deux gros enjeux. Un premier enjeu qui est un enjeu logistique et un deuxième enjeu qui est un enjeu de distribution, c'est-à-dire la capacité de mobiliser des distributeurs pour pouvoir réaliser cette opération de distribution donc sur les deux tours, avec une préoccupation particulière nous concernant et sur cette élection, évidemment le second tour, puisque le second tour cumulait deux élections avec un délai extrêmement raccourci. Donc sur peut-être vous donner des indications en fait sur la partie avant tout distribution. Je reviendrai si vous le souhaitez sur la partie logistique. La partie distribution, qui est sans doute la partie essentielle de ce marché, eh bien, elle consiste à établir un dimensionnement. Nous connaissons le nombre d'électeurs qui sont concernés par nos zones.
Nous savons les volumétries qui sont concernées par les 2 tours de ces élections. Et donc la première opération consiste à dimensionner, c'est-à-dire à évaluer les ressources, notamment horaires, qui sont nécessaires à une distribution dans les délais des volumétries qui nous sont confiées. Bon. Tout ça repose sur, d'une part, des algorithmes pour évaluer sur un secteur de distribution le temps qu'on doit consacrer pour pouvoir réaliser l'opération. Algorithmes qui ont été challengés, et notamment au début d'année, par des opérations d'élection partielle, sur lesquelles nous avons voulu éprouver nos modèles. Ces algorithmes, nous les avons accompagnés d'amortisseurs, c'est-à-dire d'une capacité à pouvoir évaluer le temps à consacrer sur une distribution pour pouvoir affecter à un secteur de distribution un temps qu'on appelle un temps repère. Bon. Tout ça nous donne un volume d'heures à consacrer à cette opération qui doit se réaliser à la fois avec nos propres ressources et avec du personnel effectivement en renfort qui vient soit de nos organisations internes, soit de partenaires que nous avions décidé de mobiliser sur cette opération, et notamment de partenaires sociétés intérimaires. Ce qui mérite d'être souligné, c'est que nos distributeurs, quand ils partent en distribution, la distribution repose donc sur un temps repère, mais qui de toute façon n'induira pas le temps de travail effectif qui va être réalisé. Je m'explique, tous nos distributeurs sont équipés d'une badgeuse. Si on considère que sur un secteur il faut 4 heures, donc on indique au distributeur que le temps repère sur le secteur concerné est de 4 heures. De toute façon, le distributeur réalisera son opération dans sa plénitude et sera rémunéré sur la totalité du temps qu'il consacrera à sa distribution. Donc il n'y a pas de capage sur la distribution. Et d'ailleurs sur le premier tour, par rapport au nombre d'heures qui était évalué en matière de ressources pour ces 2 premiers tours des élections, nous avons constaté que nous avons dépassé de 20% les montants horaires qui étaient initialement prévus. Donc voilà pour la partie distribution. Enfin, le message que je veux délivrer, c'est que les ressources, évidemment, non seulement ont été évaluées dans leur totalité, mais qu'elles ont été attribuées à l'occasion de ce premier marché. Alors, on reviendra peut-être sur les difficultés, puisque c'est sans doute une question que vous nous poserez. Pourquoi, en fait, nous avons eu des difficultés sur un certain nombre de secteurs. Ça fera partie des réponses qu'on formulera. Avant qu'on aborde cette deuxième partie de questions, ce qui reste une interrogation, c'est comment, face à l'enjeu que vous avez, en répondant à cet appel d'offres, vous arriverez dans la négociation avec le gouvernement à réduire des prix entre 30 et 50%. C'est-à-dire comment vous retrouvez l'équilibre économique au bout du compte entre une charge qui est parfaitement déterminée, un premier prix qui a été annoncé, une négociation qui vous amène à réduire considérablement le prix pour remplir la mission qui est là. Il y a une vraie interrogation, en tous les cas, de ma part là-dessus. Super. C'est une très bonne question et effectivement, en fait, quand on a remis notre premier niveau de prix, le ministère nous a indiqué qu'effectivement on n'était pas dans le cadre du marché normal. On a demandé au ministère, en fait, le prix de vente est un prix au poids, donc dépendant du nombre de documents qui se trouvent dans l'enveloppe, tout simplement. Donc le ministère nous a indiqué, avant qu'on remette notre deuxième niveau de prix, quels avaient été effectivement le nombre de candidats et donc les poids de des élections précédentes correspondantes. Donc c'est avec ces nouveaux poids, en fait, pour le dire autrement, que vous mettiez dans la boîte aux lettres de quelqu'un un pli qui fait 30 grammes ou un pli qui fait 70 grammes, globalement le coût
à part la logistique en amont, mais qui représente quasiment rien du coup, le coût de distribution est le même. Donc effectivement, quand vous facturez au poids, qui est le modèle de la Poste, la logique serait de facturer à l'objet. Mais comme le modèle historique, c'est un modèle au poids, nous nous sommes conformés à ce modèle historique et en fonction de ce que nous a dit le ministère, c'est-à-dire en fait on avait sous-dimensionné les poids à distribuer, donc sous-dimensionné le chiffre d'affaires, donc augmenté le prix moyen au poids dans notre première offre, ça nous a permis de mettre à jour notre deuxième offre. Et pour aller directement sur le fond du sujet, pour votre totale information, les chiffres qui remontent de chez nous aujourd'hui font apparaître sur cette opération, premier et deuxième tour, une rentabilité de l'ordre de 10%. Donc on n'a pas fait une opération extrêmement intéressante pour l'entreprise. C'est à peu près 25 millions d'euros de chiffre d'affaires sur l'opération qui vient d'être effectuée. Et il y a environ 10%, 2 300 000 euros d'EBITDA sur cette opération. Donc ça vous... Enfin, je ne sais pas si ça vous démontre, en tout cas je vous le dis, et c'est la vérité, qu'effectivement l'opération est bien rentable pour l'entreprise, mais elle n'est pas non plus... on n'a pas fait 10 millions d'euros de marge sur une opération de 25 millions. Voilà. Donc on pense qu'effectivement nos prix ont été assez justement calculés dans le cadre d'une opération de cette taille-là. Il y a eu finalement moins de candidats, notamment sur les départementales. La réalité, c'est que sur les départementales, en fait, on a été moins rentable que sur les régionales, parce qu'effectivement, par rapport à la base historique, il y a eu moins de candidats aux départementales, en tout cas dans les plis, que la base historique sur laquelle on avait fait le calcul, mais c'était le jeu. Et l'ensemble des deux opérations reste une opération rentable pour l'entreprise. Bien. Peut-être pour franchir une demande de questions, alors je vais vous donner la parole à Mme Kuckerman, qui est en visioconférence. Madame Kuckerman, vous avez la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. Merci, messieurs, pour vos interventions. Je crois que, comme cela a été rappelé par le Président de la Commission, l'objectif n'est pas forcément de juger, mais en tout cas d'essayer de comprendre. Et permettez-moi d'avoir quelques interrogations par rapport à ce que vous venez de nous présenter. Parfois, j'oserais même dire, avec deux voix assez dissonantes, puisque vous nous avez d'abord expliqué dans un premier temps le caractère de votre mission sociale, de votre connaissance par vos différents employés de cette capacité à pouvoir effectivement faire du pli adressé, tout en nous précisant dans une deuxième intervention que finalement vous avez eu recours à plusieurs prestataires et notamment aux intérimaires, dont je doute peut-être là de la pleine connaissance de ce métier qui est celui du pli adressé, effectivement, non pas celui de la distribution. Je n'ai personnellement toujours pas fini de comprendre, mais peut-être vous pourriez nous l'expliciter davantage, le rapport entre la qualité de la distribution et l'enjeu démocratique de la qualité de cette distribution avec le fait de bénéficier ou pas d'un PGE, et même si j'entends les difficultés financières qui ont pu être les vôtres comme de nombreuses entreprises dans notre pays suite à la situation du premier confinement. Comme vous l'avez d'ailleurs rappelé, nous savons depuis l'été 2020 qu'il y aura ces élections et le report d'ailleurs dans le temps des élections ne pouvait que vous donner plus de temps pour pouvoir l'anticiper. D'ailleurs, les élus et le gouvernement ont joué le jeu par rapport à un certain nombre de remontées, que ce soit les vôtres, que ce soit celles des afficheurs, que ce soit celles des imprimeurs, puisque à travers le comité de suivi présidé par M. Combrexal et compris dans la loi, nous avions anticipé la possibilité, notamment pour le premier tour, de pouvoir d'exiger de la part des candidats la remontée des documents dits de propagande beaucoup plus tôt et en amont par rapport au jour de l'élection que dans n'importe quelle autre élection. Donc voilà, ce délai-là, finalement, a-t-il été bénéfique ou pas? Pardonnez-moi peut-être un peu rapidement, mais en tout cas de m'interroger sur cette pertinence, puisque effectivement, je fais partie de ces régions pour lesquelles vous avez été bénéficiaire et nous avons reçu de nombreuses réclamations de non-distribution, de mauvaise distribution, de plis éparpillés sur le bord de la route, de plis non distribués. Je passe sur les différents détails que chacune et chacun connaissent. J'aurais finalement, pour finir, deux questions, plutôt peut-être sur vos fonctionnements internes. J'ai vu que vous répondiez par avance
aux questions que vos propres organisations syndicales soulèvent, mais elles en posent quand même un certain nombre. Pour ma part, quelle est concrètement, en interne chez vous, la façon dont sont recrutés les différents agents, sur quelles compétences et sur quelles capacités à pouvoir distribuer ces plis agressés, quel contrôle qualité est effectué, tout en s'assurant bien évidemment pas simplement du nombre de plis distribués, mais bel et bien de leur arrivée dans les boîtes à lettres de destination. Et puis, puisque la polémique existe, je vous la pose, ce qui est appelé le temps max. Est-ce que cela, à un moment donné, n'est pas un handicap sur la bonne qualité? Je me permettrai d'ailleurs de vous préciser que si justement la Poste partait du poids et non pas du nombre de plis, c'est qu'effectivement, en termes de qualité de travail, il y a une vraie différence entre distribuer 1000 plis de 20 grammes ou 1000 plis de 60 grammes. Et donc, la question du poids n'est pas qu'anecdotique si l'on veut que réellement, avant le vote, chaque électrice et chaque électeur puisse avoir les documents pour garantir l'égalité républicaine aux yeux de tous les candidats. Merci Mme Kuckerman. On va prendre d'autres questions. Mme Nathalie Goulet, puis ensuite M. Kerrouche. Mme Nathalie Goulet qui est en visioconférence. Oui, bonjour Monsieur le Président, bonjour à tous. Oui, moi j'avais plusieurs questions. Dans le département de l'Orne, même constat, des difficultés, des absences, des paquets entiers déposés devant les mairies à charge pour les maires de faire un effort pour le mettre à l'adresse qui était indiquée. Donc, même constat des dysfonctionnements. Avec deux points particuliers qui pourraient peut-être être éclairés par vos réponses. La première, et je rejoignais un peu ce que vient de dire Cécile Kuckerman, ce sont vos sous-traitants qui sont intervenus et qui ont notamment indiqué aux uns et aux autres qu'ils ne pouvaient pas faire mieux compte tenu de ce qu'ils étaient payés et de ce qui, de toute façon, ils n'avaient pas la liste des adresses. Bon, vous comprenez qu'on ne distribue pas de la publicité où on peut mettre en vrac dans une boîte aux lettres, et comme on distribue des plis qui ont besoin d'être adressés aux gens qui figurent sur les listes électorales. Donc des plaintes récurrentes en disant de toute façon on ne peut pas faire mieux, on est pressé par le temps, etc. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, j'ai lu ici ou là, mais j'aimerais votre confirmation ou votre infirmation, que vous aviez des liens avec Amazon. Et donc, ça m'intéresse beaucoup de savoir quels sont vos liens avec Amazon dans le cadre global de vos différentes entreprises. Enfin, les participations des collectivités locales, puisque j'ai vu aussi que des collectivités locales vous avez soutenues. Donc, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus? Merci. Madame Goulet, M. Kerrouche, puis M. Lecomte. Merci, Monsieur le Président. Dans le début de vos déclarations, tout à l'heure, vous avez parlé d'algorithmes, de temps repère et de capacité à apprécier donc la façon de faire au mieux la distribution. Est-ce que ces temps repères sont valables pour n'importe quel personnel? Il s'avère que vous avez devant vous des élus et il nous arrive de distribuer ici ou là, ça peut encore arriver. Et on se rend bien compte que même dans une commune qu'on connaît bien, c'est pas forcément quelque chose qu'on improvise. Donc moi je voudrais savoir s'il y avait un minimum de formation, de connaissances, parce que j'imagine mal comment un algorithme peut déterminer le niveau de méconnaissance de l'endroit où on se trouve. Vous nous avez parlé des efforts que vous faites pour l'entreprise. Vous savez qu'on a été contacté éventuellement par des syndicats qui nous présentent une image assez différente. Est-ce que vous avez des difficultés au sein de votre entreprise avec le personnel? Est-ce que vous avez de l'absentéisme et est-ce que vous avez un taux de turnover particulier au sein d'Adrexo? Par ailleurs, si je me souviens bien, au regard du contrat que vous aviez, normalement, vous deviez adresser un compte-rendu quotidien, circonstancié, et tout dysfonctionnement devait être signalé par téléphone dans un délai de 4 heures et transmis au préfet et au bureau des élections du ministère. Vu ce qui s'est passé, est-ce que vous considérez que votre système de reporting a fonctionné? À partir de quand avez-vous signalé des difficultés au ministère de l'Intérieur? Quelles réponses vous ont été apportées?
et quelles solutions ont été envisagées de votre part et à quel moment? Je vous remercie. Merci Monsieur Kéros. Monsieur Lecomte, on essaye de serrer les questions si on veut. Oui, merci Monsieur le Président. Je vous ai entendu tout à l'heure dire nous avons sollicité le ministère de l'Intérieur pour répondre à cet appel d'offres. Mais j'imagine que l'appel d'offres était public. Donc, est-ce qu'il y avait vraiment besoin de solliciter? Par contre, c'est vrai que quand on a un appel d'offres public avec 2 sociétés qui répondent et 2 sociétés qui sont choisies, on se demande à quoi ça sert de faire un appel d'offres. Ceci étant, moi, ma question par rapport à ces remarques, c'est quel a été le rôle de l'ARCEP et est-ce que finalement d'autres sociétés auraient pu être retenues et est-ce que vous considérez finalement que l'ARCEP a correctement finalement donné une espèce de validation à la capacité que vous potentiellement vous pouviez répondre à l'appel d'offres et quel était son rôle, parce que à partir du moment où il n'y a que voilà ça se réduit à 2 et que les 2 sont retenus, finalement on se demande quel est le sens de toute cette démarche. Merci Monsieur Lecomte. Monsieur Richard, ensuite Madame Mercier. Président, moi j'ai une question simple et à laquelle on peut répondre par un chiffre. Vous avez, quand vous préparez cette opération et que vous appuyez sur votre dernière réponse à la consultation, un effectif permanent de la société qui représente donc opérationnellement un volume d'heures déterminé par rapport à la mission. Quelle est la proportion du volume d'heures que vous avez acheté à l'extérieur à des prestataires différents et est-ce que cette proportion est substantiellement variable d'un département à l'autre? Merci Monsieur le Ministre. Madame Marie Mercier qui est en visioconférence. Merci Monsieur le Président, mes chers collègues, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général. J'ai été saisie par un salarié d'Adrexo qui est donc en CDI et qui m'a expliqué que les mercredis et jeudis, avant le 2e tour, il n'avait tout simplement pas eu de distribution à effectuer. Pouvez-vous nous parler un peu de la livraison de la propagande électorale? Merci Madame Mercier. Et Monsieur le questeur, Monsieur Philippe Bas, Monsieur le Ministre. Merci Monsieur le Président. Messieurs, quel accompagnement avez-vous reçu de la part de l'État dans les mois qui ont précédé les élections pour mettre en œuvre le marché? Quel contrôle les services de l'État ont-ils exercé sur les préparatifs de l'exécution du marché? Quelles mesures vous a-t-il ordonnées dans les jours qui ont précédé le premier tour? Nous savions à ce moment-là que la distribution se faisait mal, et dans les jours qui ont suivi ce premier tour, pour rétablir l'exécution normale du marché. Et enfin, le ministère de l'Intérieur a-t-il engagé à l'encontre de votre société une procédure de sanction pour mauvaise exécution du marché? Merci. Voilà, pas d'autres interventions pour l'instant, messieurs, dans l'ordre que vous souhaiterez. Je vous en prie. Nous avons pris bonne note des questions. Je vais commencer, Alain, si tu veux bien, les questions qui concernent plus généralement l'entreprise. Monsieur Lecomte, vous disiez que alors, quand on parlait de sollicitation de l'appel d'offres, c'était juste pour dire que quand on a appris qu'effectivement il y allait avoir un appel d'offres, on a indiqué au ministère de l'Intérieur simplement qu'on serait potentiellement candidat, bien sûr après avoir lu l'appel d'offres lui-même. Donc c'était juste ça, il n'y a rien d'autre. Concernant l'ARCEP, on n'est pas capable de répondre à votre question parce qu'on ne sait pas quel rôle a joué l'ARCEP dans ce dossier. Est-ce que le ministère de l'Intérieur s'est retourné vers l'ARCEP pour prendre des renseignements? Je ne sais pas. En tout cas, ce que je peux vous dire par rapport à l'ARCEP, c'est que nous faisons ce métier depuis 2006 dans le cadre de cette licence. Nous sommes aujourd'hui en 2021, donc ça fait 15 ans, et que l'ARCEP n'a jamais eu en 15 ans à nous notifier un quelconque dysfonctionnement donc depuis 2006 sur la livraison de courriers adressés, sur la façon dont on gère les réclamations par exemple, qui fait partie du cadre général de l'obtention de la licence. Il y avait une question sur nos liens avec Amazon et avec les collectivités locales, Madame Goulet, et puis aussi une question sur l'intérim. Sur la partie intérim, je vais laisser Alain Brousse répondre. Amazon est le premier. Amazon n'a aucun rapport avec Adrexo, aucun.
Zéro. Que ce soit sur le plan capitalistique ou sur le plan commercial. Amazon est le premier client, le client le plus important de colis privés, sur la distribution de colis. Amazon est aussi, je crois, le premier client de La Poste sur la distribution de colis et de Chronopost sur la distribution de colis. Donc voilà, Amazon a été au capital de colis privés un temps. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Amazon a encore, pour votre parfaite information, ce qu'on appelle des bons de souscription d'actions, des BSA, donc qui ne sont pas actionnaires en tant que tels chez le colis privé, et donc qui ne participent donc, à hauteur de 10% du capital de colis privé, et ils ne participent donc à aucun board, à rien du tout chez colis privé en réalité, à part le fait qu'ils soient clients, important bien évidemment, et alors encore moins chez Adrexo, il n'y a vraiment aucun lien entre Amazon et Adrexo et l'opération qu'on vient de réaliser. Dans le cadre de nos relations avec les collectivités locales, on a sollicité, au moment où on a cherché des financements l'année dernière, on a sollicité effectivement l'intervention de la région Sud, hein, notre siège social est à Aix-en-Provence, et effectivement la région Sud nous a accompagnés dans le cadre du refinancement que je décrivais tout à l'heure. Hein, je n'ai pas parlé de la région Sud, elle m'en excusera, parce que c'est bien sûr un partenaire important. Il nous a octroyé 1 million d'euros, qui sera aussi remboursé cette année. Voilà ce que j'ai à dire sur la partie des collectivités. Madame Mercier, vous nous interrogiez sur, et ça c'est un vrai sujet, je pense qu'il faut qu'on rentre après vos questions dans le détail, enfin de mon point de vue, dans le détail du premier tour et du second tour, qui sont deux sujets très très différents pour nous. Et vous l'avez déjà entendu, nous reconnaissons une part de responsabilité sur pas une parfaite exécution du premier tour. Je pense que vous l'avez entendu, donc on vous le redira, bien évidemment, en vous donnant des chiffres, évidemment. On ne reconnaît pas de part de responsabilité sur le second tour, absolument pas. Et l'exemple qui est donné par Mme Mercier est flagrant, puisque nous avons des milliers de... En fait, on n'a pas été livré sur le second tour, en temps et en heure, comme vous le savez. La Poste, d'ailleurs, a fait la même déclaration que nous, une livraison à hauteur de 60%, dans les temps requis, c'est-à-dire le jeudi soir à 23h59, contractuellement, nous devions être livrés de 100% des plis. Nous avons été livrés de 60%. La Poste, semble-t-il, a fait la même déclaration que nous. Les pourcentages ne sont peut-être pas exactement les mêmes, mais globalement, c'est les mêmes. On n'a donc pas pu récupérer ce retard. Et effectivement, on a des salariés et des intérimaires, des milliers d'intérimaires, 2400 exactement, qui sont venus chez nous prendre le travail qui était prévu, qui était programmé pour le mercredi, qui sont repartis, qui sont revenus chez nous le jeudi, qui sont repartis. Nous n'avions rien à leur donner. Rien du tout. Et donc sur cette opération du second tour, j'aurais pas grand-chose à dire d'autre, même si, bien sûr si vous avez des questions, on y répondra avec grand plaisir. Sur cette opération du second tour, 40% des plis nous sont arrivés en retard, des plis nous sont même arrivés jusqu'au samedi matin. Près de 10-15% des plis nous sont arrivés jusqu'au samedi matin. C'était matériellement impossible. Pour pallier à cette difficulté qu'on voyait arriver, alors qui ne nous concerne pas, qui concerne l'amont de la chaîne, sur le second tour, je pense que qui est concerné, c'est l'amont de la chaîne, imprimeur, routeur, et j'incrimine personne en l'occurrence, personne en particulier. Bien sûr, on a prévenu, quelqu'un a posé une question tout à l'heure, on va rentrer dans le détail de cette question. Comment avez-vous communiqué vis-à-vis du ministère, etc., etc. Autant vous dire qu'on a plus que communiqué sur ces sujets-là sur le second tour, et y compris sur le premier tour. D'accord, avec des mails à 1h du matin le vendredi, etc., disant qu'on n'arriverait jamais à faire la distribution. Hein, c'était pas possible parce qu'on n'avait pas les plis, hein, donc on risquait pas de pouvoir le faire en l'occurrence. Donc sur les 60% reçus à 23h59, en réalité on a fini par distribuer à peu près 67% du total. C'est-à-dire que sur le second tour, on a chuté de 33%, ce qui est colossal, hein, évidemment, mais de notre point de vue, on a fait tout ce qu'on a pu avec les moyens effectivement qui étaient à notre disposition à ce moment-là. On a convoqué, bien sûr, à l'occasion du second tour, d'autres agences d'intérim, quand on a vu qu'effectivement le sujet partait, je dirais, dans la mauvaise direction. On a mis tous les moyens nécessaires, plus de moyens que prévu. Alain l'a dit tout à l'heure, 20% de plus de moyens que prévu même, mais on n'a pas compté. Honnêtement, on n'a pas compté. On voulait réaliser l'opération. Voilà, on est passé de 60 à 67. Je ne sais pas à combien a fini notre confrère La Poste, sans doute un peu mieux que nous, mais loin des 100% de mon point de vue. Et donc, effectivement, des gens sont venus, des salariés, c'est vrai, sont venus les mercredis, sont venus les jeudis, certains le vendredi matin. Nous n'avions rien, absolument rien à leur donner.
Absolument rien. Donc et vous savez qu'on a aussi, on n'a pas encore eu cette question-là, mais je me permets, hein, on a aussi, sur les conseils d'ailleurs, il y avait une question tout à l'heure que nous a dit le ministère de l'Intérieur à la fin du premier tour et au début du deuxième tour. Le ministère de l'Intérieur nous a reçus, le ministre de l'Intérieur nous a reçus le lundi entre les deux tours, avec la Poste, a constaté un taux de non-distribution du premier tour entre la Poste et nous équivalent, 9%, avec des écarts types, et c'est pour ça que je voudrais m'exprimer aussi sur le premier tour après, avec des écarts types plus forts chez nous, sur le premier tour. On est là pour vous dire la vérité, hein. Plus fort chez nous sur le premier tour, et on va vous donner du détail après, bien évidemment. Mais un taux de non-distribution globalement le même. Le ministère nous a dit que ce n'était pas possible. Le ministère nous a dit compte tenu que le deuxième tour, on savait que ça serait compliqué, parce que 2 élections en même temps, une semaine entre les deux, etc. Enfin, vous connaissez bien le sujet. Le ministère nous a dit, soyez les plus créatifs possibles. Dès le mardi, j'ai pris contact personnellement avec la Poste, en leur disant, aujourd'hui, il va falloir qu'on mette plus de ressources, compte tenu des dysfonctionnements qu'on commence à percevoir, parce qu'on avait les routeurs en ligne, qui nous disaient on n'y arrivera pas, etc. Hein. Donc compte tenu des dysfonctionnements qu'on commence à percevoir, on va mettre plus de moyens, mais on peut, à un moment donné, on a une limite dans ce plus de moyens. On ne savait pas que ça serait que 60%. Hein. On avait plutôt dans l'idée qu'on aurait 10-15% de retard qui nous serait livré le vendredi matin. Hein. Là, ça a été livré le samedi matin. Autant dire trop tard. On a donc décidé de sous-traiter à la Poste une partie des plis. Vous en avez entendu parler, 5 400 000 plis. Et juste pour votre information, la Poste, on a livré sur ces 5 400 000, 3 millions 5. 3 millions 6, 3 millions 4, excusez-moi. Pour les petites erreurs de chiffres à la virgule près, je pense que ça ne change pas grand-chose. C'est pour vous dire qu'eux non plus n'ont pas pu faire de miracle, qu'ils nous ont refusé effectivement des plis qu'on ne pouvait leur donner que le samedi matin, parce qu'on ne les avait pas eu avant, hein, qu'ils les ont eux-mêmes refusés parce que leur tournée était partie en distribution et que c'était tout simplement trop tard. Voilà. Donc c'est juste pour dire qu'effectivement sur ce deuxième tour, il y a pas mal de sujets. Ouais, 3,8 millions sur 5,4 millions. 3,8 millions sur 5,4 millions. Excusez-moi pour l'imprécision, mais dans l'esprit, ça ne change pas les chiffres. Donc on a essayé d'être le plus créatif possible. On a beaucoup communiqué, bien sûr, avec le ministère, qui a beaucoup communiqué avec nous. On est parfaitement conscient de plein de choses et parfaitement conscient que quand nous, on vous présente des chiffres comme ça, derrière, ce sont des circonscriptions entières qui n'ont rien eu, ou en tout cas qui ont eu les départementales. Le problème est beaucoup plus fort sur les régionales que sur les départementales. Hein. Cette problématique, elle est vraie sur les deux, mais elle est plus forte sur les régionales que sur les départementales. Il y a eu plein d'endroits où il n'y a pas eu de régional, il y a plein d'endroits où il n'y a pas eu les deux. Et on est bien conscient qu'au bout de la chaîne, il y a des Français qui n'ont pas eu simplement le matériel électoral. Et quand nous, on annonce, tout à l'heure je vous annoncerai 3% de dysfonctionnement sur le premier tour, de notre point de vue en tant qu'opérationnel, 3%, c'est un chiffre, disons, limité, mais on est bien conscient que les gens, pour eux, c'est 100%. Ceux qui n'ont pas eu, ce chiffre-là, c'est pas 3%, c'est 100%. Donc on est parfaitement conscient de ça, parfaitement conscient c'est ça qui a fait aussi que ça a pris cette ampleur, très très importante, qu'on comprend tout à fait. Mais effectivement, notre réalité, en tout cas pour le deuxième tour, on va revenir en détail si vous voulez bien sur le premier tour après, notre réalité pour le deuxième tour, c'est celle-là. Peut-être, monsieur, quelques explications, on ira tout de suite sur le premier tour et le deuxième tour, ce que vous avez constaté, en tout cas votre analyse. Oui, donc un mot sur les questions relatives à l'intérim. Monsieur Pommier l'a expliqué, hein, le seul contrat de sous-traitance au sens strict du terme, c'est avec la Poste, hein, qu'on l'a passé. On vous a envoyé, je crois, tous les contrats avec nos partenaires sociétés d'intérim, puisque je pense que l'esprit et le but des questions se concentrer sur ce sujet. Alors évidemment, une opération comme la distribution des propagandes électorales sur 2 élections et dans un délai contraint ne correspond pas au rythme de fonctionnement normal d'une entreprise. Et tout naturellement, lorsque nous avons réfléchi sur nos dispositifs, et comme nous l'avions d'ailleurs annoncé au moment de nos réponses à l'appel d'offres, nous avons prévu des renforts.
Alors des renforts qu'on aurait pu intégrer dans nos propres effectifs en CDD sur cette opération. Nous avons fait le choix de recourir à des sociétés d'intérim qui sont évidemment spécialisées sur le sourcing, avec quand même, je voudrais le dire, si on se replace dans le contexte, pour nous c'était une joie de proposer du travail, notamment à des jeunes, en sortie du Covid, et se dire on fait partie des professions qui ont l'aptitude de proposer du travail avec des conditions non diplômantes, il suffit d'avoir le permis de conduire. Donc cette opération s'est appuyée sur ce type de renfort avec jusqu'à 8 grandes sociétés d'intérim qui ont été consultées pour la plupart d'entre elles dès le mois de janvier, et sur lequel en fait on a évalué des besoins prévisionnels de renfort. Alors c'est pas tant le nombre d'intérimaires qui est important à juger. Je vous ai parlé d'un nombre d'heures. On peut avoir sur une semaine 2 intérimaires ou un intérimaire. Tout ça dépend évidemment du nombre d'heures qu'il va pouvoir effectuer. Le deuxième sujet, par rapport à la formation. Alors sur le premier tour, nous étions environ à 60% d'intérim, 40% de personnel interne. Voilà. Et ça avait vocation à monter très singulièrement sur le second tour avec du personnel intérimaire beaucoup plus significatif en renfort. Bon, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que je voudrais quand même le dire, le personnel intérimaire, c'est un salarié comme un autre. C'est quelqu'un qui a été sélectionné sur la base d'un cahier des charges qu'on a fourni à nos partenaires, avec d'ailleurs une vidéo qui montre tous les enjeux de l'opération de distribution des propagandes électorales. Il faut savoir que ce personnel arrivant chez nous est formé au métier de la distribution, avec des recommandations particulièrement précises, et j'y reviendrai, sur la nécessité absolue de ne pas jeter les documents en cas de difficulté de distribution. Et tout le personnel, à la fois interne et externe, a signé un document dans lequel en fait il est rappelé que tout jet de doc est évidemment socialement et pénalement répréhensible. Et rappelons d'ailleurs que tout courrier, toute propagande électorale est nécessairement rattaché à un intérimaire. C'est-à-dire qu'un jet de doc, immédiatement, on sait qui c'est. Ou un salarié. Ou un salarié, bien sûr. Alors, sur la durée du travail, je voudrais répondre à la question qui a été formulée. Est-ce qu'à un moment donné, on a imposé des cadences particulières qui auraient pu nuire à la qualité de la distribution? Bon. Donc c'est ce fameux algorithme qui est là pour nous donner des indications et nous permettre de formuler des dimensionnements. De toute façon, cet algorithme est absolument pas capé. Je le répète, tous nos distributeurs, qu'ils soient internes ou intérimaires, de toute façon, sont payés pour le temps de travail effectué, quel que soit le temps qu'ils mettent. Voilà. Donc, pour préciser une chose, parce que c'est la question de Mme Kuckerman, on a des sujets qu'on appelle chez nous en interne, je ne vais pas rentrer là-dessus, parce que de temps max, c'est-à-dire qu'il y a certains types de distribution que l'on cape en temps, et on demande au distributeur de s'arrêter à la fin de son temps max. Ça n'a pas été mis en place, évidemment, pour les opérations de la distribution de la propagande électorale. Donc, effectivement, on peut considérer qu'un intérimaire, potentiellement, peut être moins performant qu'un facteur. Et ça, on le conteste pas. Pour autant, en fait, on lui octroie en fait, la capacité de pouvoir en fait chercher toutes les adresses et de distribuer la totalité des plis, encore une fois qu'il s'agisse d'un collaborateur interne ou externe, et je mets des guillemets sur les dispositifs de contrôle qualité. Nous avions une cellule centrale qui précisément avait pour vocation de pouvoir vérifier
que notre personnel qui était engagé sur une feuille de route de distribution avait bien allumé la badgeuse qui nous permettait de savoir que la distribution était engagée. Et en cas de difficulté, de pouvoir appeler le collaborateur qui était sur site pour savoir à quel problème il était confronté et pouvoir résoudre ce type de problème. Alors ça pouvait être un problème de technique, un problème de réception potentielle avec notre badgeuse. Donc cette cellule a reçu à peu près sur la totalité de l'opération 10 000 signalements qui ont été traités, qui ont fait l'objet d'appels. Ça pouvait être aussi une difficulté, hein, un collaborateur qui tombe en panne, qui ne peut pas démarrer sa distribution, la cellule qualité en était informée et des plans de entre guillemets de secours ou de restauration étaient entamés pour gérer ces cas de figure. Alors, je voudrais revenir en fait sur les difficultés de distribution qu'on a pu avoir et oui. Avant que vous preniez les difficultés de distribution du premier tour et du deuxième tour, une question. Vos collaborateurs sont payés à l'heure. À l'heure. Sûr. D'accord, pas au nombre de plis distribués. Non, pas du tout. En fait, ils sont payés à l'heure, au temps de travail réellement effectué. Pour être très concret, si un distributeur, alors on a des cadences en rural qui représentent à peu près 30 plis à l'heure, 200 plis en urbain, et en moyenne 120 plis à l'heure sur la moyenne nationale. Et si cette cadence est dépassée, enfin, en tout cas, si cette cadence, plus exactement, n'est pas atteinte, de toute façon, on paye le collaborateur sur le temps effectué. Et c'est là où je vous disais qu'on a, sur le premier tour, in fine, dépassé de 20%. Les évaluations qui étaient déjà elles-mêmes en intégration d'amortisseurs, nous avons dépassé en fait ce temps. Alors, il est possible que dans ces temps aussi, il y ait des temps d'improductivité, on va y revenir. Hein, c'était le point que je voulais aborder avec vous. Tout notre système logistique était basé sur du programmatique. Le principe étant de pouvoir anticiper la production chez nos routeurs et chez les régies, hein, les routeurs étant des sites industriels, les régies étant des sites organisés localement pour faire de la mise sous pli. Et nous avons constaté en fait que cette capacité à pouvoir faire du programmatique n'était pas possible pour plein de raisons, probablement des problématiques de visibilité et de cadence de production chez nos partenaires en amont qui devaient peut-être eux-mêmes être reliés à des problématiques d'impression. Bon voilà, donc toujours est-il que nous avons basculé d'une organisation logistique programmatique à une organisation logistique réactive. C'est-à-dire que nous allions chercher les plis quand les régies ou les routeurs nous informaient que tout ça était prêt. Et donc ça a perturbé évidemment en fait la programmation de nos propres équipes. Hein. Et je me souviens, on avait des remontées des préfectures qui nous demandaient mais quand est-ce que vous allez distribuer telle zone. En disant on n'en sait rien sauf si on avait les propagandes chez nous, mais bien souvent et notamment second tour, cette information n'était pas disponible puisque la programmation et le planning de production ne dépendaient pas de nous. Et nous avons eu de nombreux cas de figure où effectivement notre personnel attendait en fait dans nos agences et certains articles de presse s'en sont fait l'écho hein, puisque des journalistes se sont fait recruter en tant que distributeurs et ont pu constater que notre personnel était à l'arrêt en attente de livraison. Sur le premier tour, nous avons livré différemment les départementales et les régionales. Hein, donc nous étions dans une organisation séparée en matière de distribution. Sur le second tour, compte tenu du délai, le principe était d'armer un distributeur avec la totalité des plis régionales et départementales. Et bien entendu, comme ces livraisons, comme l'a signalé Éric Pommier, ont été caractérisées par des difficultés de délai, il a fallu à un moment donné prendre des décisions pour dire on fait quand même partir les départementales, on fait quand même partir les régionales, mais entre guillemets, j'ai envie de dire, quand le train était parti, c'était trop tard pour rembarquer le reste des plis. Ce qui a créé des dysfonctionnements. Alors après, il a été signalé
des zones de distribution incomplètes, très largement incomplètes, et nous l'avons constaté. Ça fait partie de nos reportings qui ont été communiqués au ministère de l'Intérieur. Ces distributions incomplètes peuvent relever de plusieurs facteurs, dont le principal nous incombe, c'est la difficulté de pouvoir réarmer un distributeur sur la zone concernée. Mais ça peut venir aussi d'un problème logistique, une perte d'une caisse qui contient l'ensemble des plis. Puis nous avons aussi constaté aussi des problématiques de caissons incomplets. Il peut y avoir aussi des ruptures de chaînes dans les chaînes amont. On nous a même reproché à un moment donné, on voyait dans la presse des enveloppes vides ou des enveloppes qui avaient des candidatures différentes. Bon, vous comprenez bien qu'on n'a pas demandé à nos distributeurs d'enlever les plis ou de distribuer des enveloppes vides. Voilà, donc les causes de non-distribution relèvent en fait de ces éléments. Nous les diagnostiquons en ce moment, parce qu'on a envie de savoir exactement ce qui s'est passé. C'est en cours et évidemment, on vous apportera toutes les informations nécessaires, si vous le souhaitez, sur ces causes précises de non-distribution. Monsieur Loïc Hervé a une question, et Monsieur Philippe Bas ensuite. Oui, merci Monsieur le Président. Messieurs, si on est là cet après-midi, c'est que ce que vous évoquez être du dysfonctionnement dans certains départements, et je suis élu de la Haute-Savoie, ça s'est révélé être une véritable catastrophe industrielle. Donc, un certain nombre de problèmes viennent en partie de vos salariés ou de vos intérimaires. Quelles sont les mesures que vous avez prises en termes d'enquête, voire de sanctions vis-à-vis de ces personnes-là? Plis retrouvés dans les poubelles, qui ont fait d'ailleurs la une des médias locaux ou nationaux chez nous. Deuxième chose, est-ce que rétrospectivement, si vous aviez eu connaissance de ces difficultés, est-ce que vous auriez répondu à cet appel d'offres? Est-ce que, eu égard à la situation financière de l'entreprise, à la difficulté de trouver des moyens, vous auriez pu engager votre signature sur un tel contrat? Est-ce que vous avez eu des contrats directs avec des candidats aux élections départementales et régionales? Si oui, comment ça s'est passé avec eux? Puisqu'il y a la distribution de la propagande officielle d'une part, mais il peut y avoir aussi des envois faits pour le compte des candidats. Et enfin, il ne vous a pas échappé que nous sommes toujours dans un cycle électoral, qu'il y aura des élections présidentielles et législatives l'an prochain. Si l'État devait publier un nouvel appel d'offres, est-ce que vous seriez candidat à cet appel d'offres? Merci. Merci, Monsieur le Président. Je les répète lentement. Messieurs, quel accompagnement avez-vous reçu de la part de l'État dans les mois qui ont précédé les élections pour mettre en œuvre le marché? Deuxièmement, quel contrôle l'État a-t-il exercé sur l'exécution du marché avant même le premier tour des élections? Troisième question, quelles mesures l'État vous a-t-il ordonné dans les jours qui ont précédé le premier tour et ceux qui ont suivi ce premier tour pour rétablir l'exécution normale du marché? Quatrième question, le ministre de l'Intérieur a-t-il engagé une procédure de sanction pour mauvaise exécution du marché? Merci. Monsieur Le Rudulier. Oui, merci Monsieur le Président. Ma question est assez simple, messieurs. Tout à l'heure, vous évoquez un ratio de 60-40, si j'ai bien compris, 60% d'intérim contre 40% de moyens internes. N'est-ce pas le signe d'un surdimensionnement du marché, ou plutôt d'un sous-dimensionnement de vos effectifs par rapport au marché? Et dans ce cas, est-ce que vous êtes habitué à ce genre de ratio dans le cadre d'exécution d'autres marchés hors État? Monsieur Kerrouche, Monsieur Lecomte. Monsieur Lecomte en premier, peut-être, qui avait demandé, excusez-moi, Monsieur Kerrouche. C'est très rapide. Alors, Seb, vous nous avez fait une réponse précise, mais pas tout à fait complète. Est-ce qu'il y avait une procédure d'homologation, finalement, par l'ARCEP, où n'importe quel autre prestataire pouvait candidater? Donc, ça veut dire qu'il y avait d'autres sociétés qui auraient pu le faire. Merci. Monsieur Kerrouche. Oui, par rapport aux questions posées tout à l'heure, vous avez dit que vous octroyez à votre personnel la capacité d'appréhender les adresses. Donc ça veut dire que
en gros, y compris pour les intérimaires, il n'y a aucune formation. Donc oui ou non. Et deuxièmement, sur la situation dans l'entreprise, est-ce que vous avez été confronté à de l'absentéisme? Est-ce que vous avez un turnover élevé ou pas? C'était pour la question des conditions de travail. Mais ça me permet, cette question me permet de vous en poser une. Est-ce que finalement pour vous, enfin pour la société Adrexo, l'activité de courrier adressé est une activité qui était mineure, ou en tous les cas qui ne représentait pas la principale activité de l'entreprise, et que finalement répondre à un appel d'offres tel que celui que nous évoquons pour les élections, n'était-il pas je veux dire, une première expérience, et de toute évidence malheureuse, mais en tous les cas une expérience pas ou en tous les cas une réponse pas suffisamment appréhendée dans sa complexité? Alors je me lance et on va essayer de répondre à toutes les questions, on n'a pas eu le temps, et donc excusez-nous pour tout à l'heure. Monsieur Hervé, vous parliez de mauvaise distribution dans votre département. Vous avez raison. Vous avez raison. Sur le deuxième tour, pour votre information, nous avons reçu 43,02% des documents pour les départementales et 5,73% pour les régionales. Le jeudi soir à 23h59. Donc, alors j'ai pas les chiffres de distribution, on ne voudrait pas par département, mais j'imagine que la distribution a été catastrophique pour votre département, et je vous assure qu'on a fait le maximum pour essayer d'y pallier. Vous revenez sur la situation financière de l'entreprise. Je veux être très clair, je ne l'ai pas été assez je pense, mais la situation financière de l'entreprise n'est pas mauvaise. La situation financière de notre groupe est parfaitement saine aujourd'hui et depuis quelques mois maintenant, puisqu'on a réussi à traiter financièrement le sujet du Covid de l'année dernière, et aujourd'hui l'entreprise fonctionne normalement. Alors à l'intérieur de cette entreprise, il y a des entreprises du groupe, il y a des entreprises qui gagnent beaucoup d'argent, d'autres qui en gagnent moins, comme Adrexo, qui sera peu ou prou à l'équilibre cette année, mais voilà, l'ensemble du groupe est en tout cas bénéficiaire. Je pense, alors je vais laisser Alain répondre sur le contrat direct. Oui, on a eu des contrats directs avec des candidats. La Poste aussi, enfin Mediapost pour la partie et Adrexo aussi. Ça a représenté un peu plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Toutes les formations politiques sont représentées quasiment, et ça a représenté un peu plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, je crois 2,8 millions. Je crois, Alain, sur effectivement la période du mois de mai et du mois de juin. Les élections sont, de manière générale, les élections sont un sujet bien sûr commercial pour nous, pour la distribution d'imprimés et sans adresse. Et s'il y a un nouvel appel d'offres, est-ce qu'on participera à ce nouvel appel d'offres? J'ai envie de vous faire une réponse honnête à ce stade. Oui, je vais vous faire une réponse. Oui, vous avez raison. Honnête intellectuellement. Bien sûr, elle sera vraie, mais je parlais intellectuellement, vous m'aviez compris. Aujourd'hui, nous sommes titulaires du contrat, encore pour 3 ans. Et jusqu'à preuve du contraire, nous sommes titulaires du contrat encore pour 3 ans. Donc jusqu'à preuve du contraire, il n'y aura pas de nouvel appel d'offres. Alors, j'ai entendu dire, comme tout le monde, et vous savez sans doute mieux que moi, qu'il y a des velléités de vouloir nous retirer ce contrat. Sur un plan juridique, ça ne me paraît pas si évident que ça. Voilà, c'est mon point de vue. C'est le point de vue de l'entreprise. Sur un plan, je dirais, sur le plan des institutions, sur le plan de ce qu'on vit aujourd'hui avec vous, oui, on va pas vouloir absolument conserver ce contrat. Je pense que je suis clair. Mais alors, troisième hypothèse, l'idée n'est peut-être pas aussi de tenir compte de ce que vous avez vécu pour améliorer les choses? Ah mais bien sûr, nous on serait tout à fait prêts à continuer. Moi, il y a juste une chose qui nous paraît insupportable de notre point de vue. C'est ce que je vous disais au début. C'est-à-dire que nos salariés insultés, nos salariés poursuivis par des journalistes, etc., c'est juste pas possible. Il y a un moment donné où nous, on a des gens qui sont en burn-out. On a des directeurs de région. Il y a 8 directeurs de région chez nous. La plupart d'entre eux ont plus de 20 ans de métier dans l'entreprise. Il y a des gens qui pleurent aujourd'hui.
qui pleurent, vraiment, concrètement. C'est pas tenable. C'est pas tenable. Donc, alors on n'était peut-être pas armé pour ça, pour une telle pression médiatique et politique. Hein, ça, sans doute, c'est le cas. Mais je pense que quand on fait honnêtement son travail et quand on a juste envie de faire de la distribution postale, il y avait une question sur l'ARCEP à laquelle je vais répondre à nouveau parce que je n'ai pas été suffisamment clair, monsieur le comte. Voilà, on n'a pas à subir ce type de pression. Enfin, je veux dire, voilà, c'est pas un métier, c'est pas une façon normale de réaliser notre métier. Donc, de ce point de vue-là, nous, on aimerait bien conserver ce contrat. On pense que juridiquement, on devrait le conserver, mais voilà, la pression est telle aujourd'hui sur nos collaborateurs et sur nous-mêmes, hein, il faut dire les choses comme elles sont, qu'effectivement, on verra bien. Sur les autres sociétés capables de distribuer aux yeux de l'ARCEP, à ma connaissance, je vais dire ça comme ça, à ma connaissance, il n'y a que 2 entreprises en France qui distribuent du courrier adressé sur l'ensemble du territoire. La Poste, bien sûr, et Adrexo. Donc, à ma connaissance, il n'y avait que 2 candidats possibles. Alors après, que penser d'un tel appel d'offres quand il n'y a que 2 candidats possibles, retenir les 2 candidats, ce n'est pas de notre ressort de juger ça. Mais effectivement, aujourd'hui en France, force est de constater que depuis 2006, hein, au moment où le marché a commencé à s'ouvrir, le marché n'est pas ouvert. On est un peu une exception, pas vraiment ouvert, on va dire. On est un peu une exception. Alors le marché décroît, vous avez raison, mais ce n'est pas la seule raison. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas d'autres entreprises qui peuvent faire ça, à ma connaissance, d'un point de vue national. Pour répondre enfin aux questions sur des sanctions potentielles du ministère de l'Intérieur, à notre connaissance aujourd'hui, on n'est pas informé de ça, à date. Bien sûr, le ministère nous a accompagnés durant les mois, dans la mesure de ses possibilités. Je ne cherche pas à protéger le ministère, hein, que ça soit clair, mais il nous a accompagnés dans la mesure de ses possibilités dans les mois qui ont précédé le démarrage, en nous donnant un maximum d'informations, les informations qui étaient à sa connaissance, en nous donnant un maximum de données sur les anciennes élections. Enfin, Alain, si tu veux compléter par rapport à ce que je dis. Je peux reprendre la cyberattaque aussi. Oui, rappelez aussi qu'on a subi une cyberattaque le 23 avril dernier, donc on s'est retrouvé sans aucun moyen informatique le 23 avril dernier. Bien sûr, on a communiqué tout de suite auprès du ministère. Le lendemain, le 23, c'était un dimanche. Donc dès le lundi matin, on a communiqué auprès du ministère. Ça nous a impacté, mais on n'utilisera pas cet argument. Aujourd'hui, ça nous a impacté dans la préparation notamment du premier tour et les premières semaines de distribution, puisqu'il y avait des endroits où il n'y avait pas d'informatique quand on a démarré, mais le ministère nous a accompagnés, etc. L'ANSSI nous a accompagnés aussi dans la démarche, enfin l'État nous a accompagnés bien sûr, pour nous rétablir au plus vite compte tenu du marché que l'on avait à traiter dans les jours et semaines qui suivaient. On a communiqué quotidiennement avec le ministère durant toute l'opération, plusieurs fois par jour même. Est-ce que le ministère assure un contrôle? Vous parliez du contrôle des services de l'État, je ne sais pas ce qu'il y a derrière ce mot-là, mais en tout cas on a communiqué avec eux, on les avait tous les jours effectivement au téléphone, et on a pu effectivement communiquer sur l'ensemble des dysfonctionnements. Je reviendrai aussi sur les sujets de jet doc, on a parlé tout à l'heure de jet de documents, on ne s'est pas encore exprimé là-dessus, c'est important, et notamment dans les mesures que monsieur le ministre lui-même nous a demandé d'appliquer, et qu'on a appliqué pour le deuxième tour, sur lequel on a semble-t-il été défaillant sur le premier tour, c'est la communication directe avec les préfectures. Voilà, on a une défaillance de communication avec les préfectures sur le premier tour, on n'en a pas eu sur le deuxième tour, on a mis en place une équipe dédiée, enfin une personne dédiée par préfecture, etc., pour communiquer avec les préfectures. Alors le deuxième tour a tellement été dramatique que la communication, elle a été un peu... elle n'a pas été efficace, en tout cas, ça nous a permis de communiquer, mais effectivement, voilà, même sur le premier tour, on a vu des préfectures, Alain Brousse le rappelait tout à l'heure, nous appeler en disant quand est-ce que vous distribuez tel endroit, on leur disait on ne sait pas quand est-ce qu'on va les avoir. Je parle du premier tour, là, je ne parle pas du deuxième. Donc il y a quand même eu, enfin, vraiment un travail, la main dans la main, si j'ose dire. Le ministère a essayé d'aider son prestataire, autant qu'il a pu, dans la mesure aussi de ses moyens, de ses capacités. C'était quand même nous qui devions faire le travail, et pas eux, bien évidemment. Et on en est bien conscient. Sur les autres questions, il y avait une question de M. Le Rudelier sur le pourcentage d'intérimaires.
qui a pu monter jusqu'à 60%. C'est des choses sur lesquelles nous sommes très habitués. Dans nos autres métiers. Si je prends la logistique, on fait aussi de la préparation de commandes pour le e-commerce en amont de la distribution. On est numéro 2 en France de cette activité-là. À Noël, dans les pics périodes qui durent un mois, on a 70-80% d'intérimaires. C'est usuel. Je vais laisser la parole à Alain sur la formation. Il faut reparler de la formation des intérimaires parce qu'on entend des choses qui nous... je vous le dis comme je le pense, qui nous choque un peu, entre guillemets, c'est relatif quand même, bien évidemment, pour nous, un intérimaire, on a l'habitude d'employer des intérimaires. Un intérimaire, c'est un salarié comme un autre. Il est formé comme nos autres salariés. Nos outils informatiques permettent aussi d'accompagner la distribution. Je rappelle une chose, on ne vous l'a pas encore dit, mais que on a un référentiel, au même titre que la Poste a son propre référentiel de toutes les adresses de tous les Français. C'est à partir de cette base-là, constituée historiquement, mise à jour régulièrement, que nous opérons nos distributions, que ce soit les distributions pour l'opération dont on parle ou d'autres opérations. Donc on sait combien il y a de boîtes aux lettres dans telle rue, etc. etc. Enfin, on a tous ces éléments-là. Les fichiers d'adresse qui nous ont été confiés ont été géolocalisés, géocodés. Chaque adresse de chaque fichier des électeurs a été géolocalisée, d'accord, et transmis avec cette référence XY aux routeurs qui, eux, ont imprimé une ligne technique au-dessus de l'adresse, nous permettant d'avoir... Et puis il y a un ordre de séquence. Tout n'a pas été toujours parfaitement respecté, mais globalement, ça a été plutôt respecté. Et nos distributeurs, avec le PDA qu'ils ont entre les mains, la badgeuse comme l'appelle Alain, on voit leur tracing, on sait par où ils passent, etc., etc. Ce qui nous permet de vérifier, et eux-mêmes ils sont accompagnés autour de ça, ce qui nous permet de vérifier si effectivement la distribution se passe bien, ce qui nous permet de faire des appels sortants. Alain en a parlé tout à l'heure, 10 000. Si jamais on s'aperçoit qu'il y a une badgeuse qui n'a pas été mise en route, par exemple, quand le distributeur est en train de faire la distribution sans avoir mis en route sa badgeuse, etc., ou si la badgeuse ne fonctionne pas, ou si il n'est pas sur son parcours naturel, ça nous permet effectivement de vérifier la qualité de cette distribution. Donc il y a quand même, bien sûr, un savoir-faire d'utilisation chez nous des intérimaires, mais aussi une formation, mais aussi des outils informatiques qui permettent de le faire. Sur la formation ? Assez rapidement. Oui. Donc il y a une première information qui est délivrée par les sociétés d'intérim, encore une fois sur la base d'un film qui a été réalisé et qui est destiné à être projeté ou mis à disposition des intérimaires pour qu'ils prennent connaissance du contenu de la mission, et il y a 1 heure de formation qui était prévue, alors 1 heure ou un peu plus d'ailleurs selon les situations, avec donc une remise de la dotation complète et de tout l'équipement. Donc l'équipement, c'est un chariot de distribution, c'est une badgeuse, c'est les passes Vigic pour pouvoir rentrer, c'est les gilets de sécurité, enfin bref, c'est tout l'équipement, et ça représentait un investissement extrêmement important. On a investi 6 millions d'euros en CAPEX, en investissement, 17 000 badgeuses et puis plein d'autres matériels qui ont été remis effectivement à nos distributeurs pour assurer la distribution. 6 millions d'euros sur une base d'un chiffre d'affaires cette année de l'ordre de 25 millions d'euros. 23 millions d'euros si on déduit ce qu'on a laissé faire à la Poste. À peu près, pour vous donner des chiffres approximatifs. Ces 6 millions d'euros ont prévu d'être investis sur la période des 4 ans, pour la période des 4 ans du contrat. Ça aussi, c'est pour votre information. Mais on n'y est pas allé les mains dans les poches, si j'ose dire, et vraiment on a mis les moyens à la fois en formation, à la fois en cash, parce que l'entreprise pouvait se le permettre aussi. Voilà, on a mis tous les moyens qui nous ont paru nécessaires et en temps et en heures de travail supérieurs à ce qu'on avait prévu pour réaliser effectivement la prestation. Réellement, on est une entreprise sérieuse. Monsieur le Président, vous avez posé une question. Est-ce que finalement vous ne l'avez pas posé comme ça? C'est comme ça que moi je l'ai reçu. Et vous m'en voudrez pas. Est-ce que vous n'êtes pas un amateur dans la distribution adressée? Est-ce que finalement c'est pas une activité annexe à l'activité principale d'Adrexo? C'est aujourd'hui la distribution adressée, l'activité principale d'Adrexo. Pas encore en chiffre d'affaires. Elle devient de plus en plus significative. C'est quand même à peu près 25% des chiffres d'affaires de l'entreprise quand même. Ça représentait 0% il y a 4 ans, ou pas grand-chose il y a 4 ans, même si on avait déjà la licence. Et vous savez que notre métier de base, qui est le métier de l'imprimé publicitaire, est un métier en décroissance.
Il a même été discuté récemment encore dans votre propre assemblée, et c'est un métier qui pour nous est très, très, très utile à la population, ça c'est un autre sujet, mais qui est un métier qui effectivement perd des volumes chaque année, et bien sûr l'année dernière, et d'ailleurs sur l'année 2021, suite au Covid, on n'a pas retrouvé les volumes d'avant, hein, de 2018 ou 2019, ça c'est très clair, même si on pense d'ailleurs que le digital ne remplacera jamais ça. Donc effectivement, le courrier adressé, c'est le moyen de continuer à employer les 17 000 collaborateurs qui font de la distribution dans les boîtes aux lettres chez Adrexo. C'est le moyen. Il n'y en a pas un deuxième. C'est le seul. À côté de ça, Adrexo développe d'autres activités connexes, mais pas avec les mêmes distributeurs, sur la livraison de produits frais, sur la livraison de colis en sous-traitance d'opérateurs. Et juste pour votre information, d'ailleurs, on a recruté l'année dernière, pendant la période du Covid, presque un peu moins de 1000 temps plein chez Adrexo. On a une entreprise qui recrute. Voilà, bref, tout ça pour vous dire que ce n'est pas accessoire et que si on a postulé à ce marché, et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, on ne veut pas le perdre. Si on a postulé à ce marché, c'est qu'on pense que ce marché est fait pour nous. Alors, c'est la première fois qu'on le faisait. Il y a sans doute une part d'apprentissage, et j'emploie ce mot-là avec des guillemets parce que on est bien conscient de l'importance du sujet, sinon on ne serait pas là aujourd'hui. Mais effectivement, voilà, au cours de ce premier et ce deuxième tour, cette année, l'entreprise, on ne va pas dire le contraire, et je pense que n'importe quelle entreprise, on a appris des choses puisqu'on n'avait jamais fait ça. Bien, merci. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Exactement, oui. Je reste à vous remercier, messieurs, et à lever Merci, Monsieur le Président. notre réunion pour rejoindre l'hémicycle d'ailleurs.